Produit avec le soutien de la MDJS. Bonjour et bienvenue sur Radio Ma'arif pour un nouveau podcast Icône. Je suis avec un duo que j'ai déjà rencontré auparavant, Maya Reda Allali et Driss Laraqi, qui sont là pour, comme d'habitude, qui sont bien là, pour parler. Hadrin pour parler de choses intéressantes, ou en tout cas de personnes intéressantes. Et je pense que Reda, le petit asbaqiyek. Si. Assume. On joue à domicile. Je pense que tu as envie. Peut-être qu'on se trompe. On estime toujours qu'il faut mettre la tête d'affiche en début de podcast. Peut-être qu'on se trompe. Moi, j'ai une tête d'affiche. Attention. Là, tu es parti. Non. C'est l'asbaqiya. On joue à domicile. On va tirer au sort. Bon. C'est chez toi. Alors moi, je vais parler de ce qui est peut-être le plus grand footballeur marocain de l'histoire du foot. Voilà. L'Arbi Ben Barak, dont on sait très peu de choses parce qu'il y a très peu d'images sur Internet de l'Arbi Ben Barak. Mais surtout, l'Arbi Ben Barak, c'est une façon de parler du XXe siècle un peu marocain, c'est-à-dire avec l'Arbi Ben Barak, il y a les problèmes de colonisation, de décolonisation, les problèmes de racisme. Il y a la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Il y a le professionnalisme qui démarre et le racisme dont il est victime. Donc, c'est beaucoup de choses qui viennent se greffer sur son histoire. C'est un parcours individuel qui est vraiment marqué du sceau des rendez-vous manqués. Voilà. Il y a énormément de coups du sort, de problèmes de timing, d'une actualité internationale qui va desservir son destin parce que pour aller vite, ce bonhomme-là, il naît donc en 1917 dans un quartier populaire de Casa, et évidemment le Maroc sous protectorat. Et toute la première partie de sa carrière, c'est classique. Donc il joue à l'Idéal, qui est une équipe corpo. Ensuite, il joue à l'USM, qui est la grosse équipe casablancaise en 1936. Et là, en 38, il signe à l'OM. Voilà, donc là, il passe du foot du Maroc à Marseille. Voilà. Et c'est là où ça va vraiment exploser. Sa carrière va exploser. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment les témoignages des journalistes français qui parlent de perles noires, qui parlent de... Enfin bref, il va même dépasser le cadre du foot puisqu'il est jury d'une sorte d'émission de chansons. On parle du meilleur footballeur de France, on parle du sorcier, du jongleur, etc., du Léonidas français. C'est la presse coloniale française qui parle de ce bonhomme-là. Et là va se poser un problème qui est, est-ce qu'il peut jouer en équipe de France? Les Marocains, ils avaient un statut un peu bizarre. Les Algériens étaient français. Les Marocains n'étaient pas colonisés par la France. Chaque fédération faisait ce qu'elle voulait. Les boxeurs, par exemple, restaient marocains. Les athlètes, voilà. Chaque fédération faisait sa sauce. Et l'équipe de France franchit le pas et le convoque pour un match en 1938. Là, c'est une superstar. Hein. Les premiers matchs sont très... Il est déjà à l'OM, du coup. Il est déjà à l'OM, ouais. Ça va être en 1938. Et il joue où en 1938 avec l'équipe de France? Il joue contre l'Italie à Naples. L'Italie de Mussolini. Et il y a deux joueurs de couleur dans cette équipe française. Il y a l'Arbi Ben Barak qui est sombre de peau, et il y a un Sénégalais qui s'appelle Raoul Diagne, et ces deux joueurs vont se faire huer par le public italien, traités d'animaux, etc. C'est une énorme blessure dans son parcours, c'est la première fois qu'il prend ça en plein fouet, et même en France, les gens se demandaient si on pouvait avoir deux noirs comme ça dans l'équipe de France. Mais 1938, c'est une saison extraordinaire. Donc pour parler de foot, pour aller vite, c'est une sorte de milieu offensif un peu buteur. On va encore une fois rapidement parler de technique pour citer Pelé, tout simplement, qui a dit ça à Sky Sport. C'est pas une fake news. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Mon style est inspiré de lui. Je l'ai copié, mais seulement sur une infime partie. Si je suis le roi du foot, il en est le dieu. Ça, c'est Pelé dans l'hommage à l'Arbi Ben Barak. L'Arbi Ben Barak a été fait partie... c'est vrai, sur Sky Sports, ouais. C'est une vraie citation. Oui, c'est une vraie citation. Il est dans l'ordre du mérite de la FIFA. Alors, c'est une sorte de Hall of Fame de la FIFA. Il y a très peu de joueurs qui sont il y a une trentaine de joueurs dans le Hall of Fame de la FIFA. Il n'y en a pas plus que 30. Et Beckenbauer, Eusebio, Zico. Il y a deux Casablancais. Arbi Ben Barak et Juste Fontaine. Bien sûr, le meilleur buteur de tous les temps. Ouais. Alors, pour continuer sur sa carrière en 1939, il y a la guerre. Et donc, le foot s'arrête. Mais là, encore une fois, le statut des Marocains étant un peu bizarre entre le Maroc, qui n'est pas colonisé, donc qui est une vraie entité politique indépendante, en tout cas, une entité politique différente de la France, il ne va pas être mobilisé. Donc il va passer chez les voisins aussi, non? À un moment, chez les Espagnols. Oui, après la guerre. Là, en 1939, il a eu la chance parce qu'il aurait pu être mobilisé, il aurait pu faire la guerre. Il ne l'a pas été. Il rentre, il rejoue au Stade français, donc à Rabat, il joue jusqu'en 1948, à la fin de la guerre, il repart en Espagne, à l'Atlético de Madrid, et c'est là où il a ses 6 ans de gloire,
où la presse espagnole, on va le qualifier de, alors comment il l'appelle, le pied de Dieu. Après la main de Dieu, donc c'est le Diego de son temps. Exactement. Et ce qui est terrible, hein, c'est juste une petite parenthèse, pendant la guerre, en 1941, se passe un match France-Maroc. Alors, le Maroc, c'est les meilleurs joueurs de la Ligue marocaine. Voilà. Et ce match se solde par un 1-1. L'équipe de France, sincèrement, je ne sais pas très bien ce que c'est, cette équipe de France, puisque la France, en 1941, est occupée par l'Allemagne nazie, donc je ne sais pas si c'est des joueurs de la France libre. En tout cas, il y a 1-1, et pourquoi j'insiste sur ce match? Parce que il y a un but de l'Arbi Ben Barak qui est marqué sur une passe décisive de Marcel Cerdan. Ouais, voilà. Donc Marcel Cerdan, qui va être champion du monde de poids moyen en 1948. Donc on est dans ce monde-là où les gens changent de discipline. Pour revenir donc sur l'Arbi Mais il y a Ben Barak, dilemme, donc il joue contre son pays, au final. Non, il joue au Maroc. Il joue pour le Maroc, d'accord, Non, il j'avais joue mal pour le compris, je Maroc. pensais qu'il était l'équipe de France. Il joue pour le Maroc avec Ok. Marcel Cerdan et c'est ce 1-1. Quand il retourne en Espagne à l'Atlético de Madrid, bon, c'est là où il y a de 1948 à 1953. C'est un peu plus documenté, on va trouver donc 160 buts en 122 matchs. C'est des transferts très très importants en termes de prix. C'est pour ça que je parlais de professionnalisme qui débute, demande beaucoup d'argent pour changer de club. Ça crée à chaque fois des frictions, des tensions. C'est pour ça que j'ai dit que ce bonhomme-là symbolisait un peu toute l'évolution de la société et du foot et même du Maroc. Puisque je vous invite d'ailleurs à aller sur les archives de l'INA et l'écouter parler. C'est quelqu'un qui est très pudique, très éloquent, qui était marié avec une Française. et qui présente sa femme dans le reportage. Et c'est intéressant de l'écouter parce qu'on va avoir on va voir de qui on parle. Voilà, beaucoup de charisme. Beaucoup de charisme, énormément. Et il parlait très 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 bien. Il avait vraiment, c'était structuré. Il racontait très bien. Il avait une façon de raconter ses buts, ses matchs, sa vie, sa femme. C'était super, franchement. Pour alors revenir sur l'histoire de l'intégration d'un joueur noir maghrébin en Europe, dans l'équipe de France, etc. Deux citations. La première, je crois que c'est le journal de l'équipe qui dit que ce premier match, comme tous les Noirs, il est meilleur technicien que tacticien, mais il a de bonnes qualités. Ah, quand même, Voilà. d'accord. Le président de la fédération française, quand il quitte la France, il dit il n'est pas français, il n'est pas question de le retenir chez nous. Par contre, pour équilibrer, peut-être, moi j'ai lu une citation qui m'a fait du bien. C'est un journaliste français qui aurait écrit, au moment où l'Espagne l'achète, qui aurait écrit « Vendez l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel, mais ne vendez pas Ben Barak par pitié ». Oui, c'est une citation. Ouais, exactement. C'est joli. Celle-là, moi, je l'ai jolie, trouvée jolie. très belle. Meilleure que le Khora. Mais non, oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas honte de dire des choses choquantes de cette façon. C'était la norme, il faut dire. C'est aujourd'hui, on parle de racisme, mais à l'époque, c'était tout à fait normal de parler comme ça. C'est fou. Pourquoi il y a un goût amer derrière le parcours de destin de cet homme-là? Parce que ses plus belles années, il les a pas jouées, en fait. C'est 1938, dans la foulée de 1938, où il arrive à Marseille, la guerre éclate, il n'y a plus de foot. Merci, au revoir. Je me donne rideau. Et la deuxième chose, c'est que la carrière des footballeurs s'écrit en Coupe du Monde à l'époque. C'est la grande compétition télévisée. Bon, pas au Maroc, parce que la Coupe du Monde 58, on l'a pas vu au Maroc, on a vu celle de 70, mais le monde entier regarde Pelé en 58. Oui. Et 58, évidemment, il n'est pas là. Et la troisième raison de rendez-vous manqué, c'est également le professionnalisme, enfin la vraie... c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, avec son talent, aujourd'hui, aurait gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Or, on le sait, malheureusement, il est mort dans un dénuement affreux. On va pas donner de détails parce que c'est vraiment sordide. C'est sordide, c'est très sordide. C'est sordide, voilà, mais en tout cas dans l'indifférence de tout le monde. Et puis je suis triste, je pense même ce que tu as dit tout à l'heure de l'ordre du mérite ou la chaja, il l'a eu à titre posthume. Bien sûr. Bien après. Mais j'insiste sur cet ordre du mérite. Je répète, à la FIFA, il n'y en a que 2. Elle a donné à 30 footballeurs. Mais que 2 30 joueurs, voilà. Ils ont donné ça à Nelson Mandela, enfin des grands entraîneurs, etc. Mais en termes de joueurs, il y en a très peu. Et il y a 2 Casablancais, je vous l'ai dit. Marcel Cerdan et... Non, Juste Fontaine, meilleur buteur de la Coupe du Monde. Mais pas Casablanca, Juste Fontaine. Oui, mais bien sûr. Mais j'ai un peu triché parce qu'il s'est fait connaître. Il a connaîtré, quand même. Et donc on est dans ce Maroc-là et ça nous permet vraiment d'ouvrir beaucoup de portes ou beaucoup de fenêtres sur le passé. Quel était le statut de ce bonhomme-là? Quand il y a la guerre, il n'est pas français, mais quand il faut jouer au foot, il est en équipe de France. Il revient ici. C'est très. Il se fait insulter comme français, comme noir français jouant contre l'Italie fasciste. On lui reproche de jouer avec la France, qui est le protectorat marocain, l'organisateur. Voilà. Bien sûr, et il ne faut pas oublier une chose importante, c'est que c'est quelqu'un de l'ancienne Médina, c'est quelqu'un de Casablanca, c'est quelqu'un qui jouait pour la France. Ses meilleurs amis, ce sont des résistants contre la France.
C'est quand même une vie incroyable. C'est-à-dire d'un côté, il a ses amis qui sont emprisonnés ou qui font des choses pour l'indépendance du Maroc, mais en même temps, lui, il porte le maillot, il porte le maillot français tout en restant marocain. C'est dingue. C'est pas simple à. Oui. En tout cas, c'est pas simple à juger. On n'est même pas là pour juger, mais c'est déjà pas simple à comprendre. À comprendre, bien sûr. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il faut voir ce qui se passait dans le monde. Un joueur qui part de Casablanca, qui se retrouve à Marseille, puis on lui dit tu reviens à Casablanca, puis repart en Espagne. Il y a la Seconde Guerre mondiale. Il y a Franco. Il y a tout. Il a tout vu. Il a tout vu. Un roman. C'est un roman. Moi, je voudrais juste, puisque tu en parles, moi je l'ai vu, étant jeune, ils avaient fait la plus belle émission à la télévision marocaine où il était l'invité. Je crois que c'était avec Al-Marhoum Zouine, qui était le grand journaliste. Et ce qui m'avait marqué, vraiment marqué, deux choses. Sa façon de parler, parce que franchement, il avait un charisme magnifique. Et surtout, et encore une fois, je reviens à la télévision marocaine, l'époque, une seule télévision, toute la famille qui regarde. Voilà. Et c'est rare, on voit quelqu'un qui parle d'amour envers sa femme. Oui. Ça, c'est génial. Comment il dit je l'aime. C'est fou, tu regardes ça. Je crois qu'il s'appelait Louise, si je ne me rappelle plus. Et il disait c'est ma femme, je suis tombé amoureux. Il parlait comme ça. De sentiments à la télévision. Et comment elle, quand il rentrait blessé, c'est-à-dire il avait des coups, il n'y avait pas les kinés, là, tout ce qu'il fallait. Comment elle le soignait. Non, mais c'est fou. Et la deuxième chose qui m'avait fait rire, plus anecdotique, quand il marquait un but, il racontait le but, j'ai marqué le but, un tel contre machin truc, ya Rabbi tsmeh li, marqué عليك هذاك البيوت. Ça j'avais adoré. قال لي هذا ودخلت ودرت عندها وطاح الجول الله يربي تسمح لي وماركيت. Et alors pour juste une dernière chose, je voulais préciser, il est en fin de carrière, il retourne pour une saison à Marseille et c'est quasiment donc là il est trop vieux là, il est trop vieux pour jouer en équipe de France et c'est la pression populaire qui va obtenir sa dernière sélection en équipe de France. En tant qu'entraîneur ? Non, en tant que joueur. C'est-à-dire quand il revient, il est un peu fatigué, mais il produit des prestations tellement impressionnantes que c'est le public qui le réclame et il va rentrer dans ce dernier match. C'est pour ça que on dit que c'est un joueur donc entre la première et sa dernière sélection en équipe de France à cause de la guerre, à cause de les retours entre le Maroc et aussi à cause du fait qu'à partir du moment où il est allé à l'Atlético Madrid, il n'était plus sélectionné en équipe de France. Il se passe 15 ans. Il se passe 15 ans jusqu'à cette dernière sélection où il se blesse. Et sa carrière s'arrête comme ça. Et c'est pour ça qu'on a vraiment... quand on voit le foot d'aujourd'hui et les besogneux qui entassent les millions, et il peut y avoir un sentiment d'injustice de la part de la génération présente qui était très... en tout cas, parmi les plus talentueux, n'étaient pas récompensés. Mais alors, je suis curieuse. Peut-être que toi, tu vas savoir, les joueurs, enfin les grands joueurs, les icônes de l'ère télévisée, tout le monde les a un petit peu en tête. On a tous des buts en tête. Diel Maradona, Platini, etc. Enfin, ça commence à Maradona, c'est là, c'est même pour te dire plus ou moins. Mais est-ce que la génération Diel Daba, est-ce qu'elle connaît Larbi Ben Bark? Est-ce qu'il est présent dans l'imaginaire des footeux? Je veux dire, je pense que le nom, ça dit quelque chose aux gens, mais il est aussi victime, parmi encore une fois les problèmes de timing dans sa carrière, c'est qu'il y a peu d'images. Il y a très peu d'images. Il y a très peu d'images. Aujourd'hui, les gens se nourrissent d'images. La consommation de foot se fait beaucoup sur YouTube, en tout cas pour le foot du passé. Oui. Et c'est à nous de faire ce travail. C'est à nous de. Moi, j'aurais voulu qu'on donne un stade le nom de Larbi Ben Bark. Bien sûr. Mais bien sûr. Ça va commencer par là. Exactement, il faut commencer par ça. Puis voilà, c'est vrai que bon, on reproche à ces jeunes qui ne connaissent pas, mais on fait rien non plus pour qu'on le connaisse. Il y a peu d'images, d'accord, mais il y en a des images. Ils existent ces images. Ils avaient fait le comité de Maroc 2006, je crois, Maroc 2010. Une des coupes du monde qu'on a réclamé, qu'on n'a pas eu, il y en a eu beaucoup, avait fait un travail sur l'histoire du foot marocain et avait réédité les anciens maillots et avait fait un bon travail là-dessus au niveau de la mémoire. Je crois que c'était au moment où on pensait qu'il fallait avoir une histoire footballistique pour être sélectionné. Bon, comme le Qatar. Le choix du Qatar est venu confirmer une belle histoire. La stupidité de cette idée. Bon, je crois que là, il y a consensus. Oui, consensus sur Larbi Ben Bark, c'est vrai que j'aimerais bien retrouver et je vais aller chercher parce que j'aimais bien, je l'ai pas vu jouer bien entendu, j'ai vu des images, mais j'aimais bien sa façon de parler, sa façon de raconter, sa façon d'être comme bonhomme, comme un grand monsieur. En fait, quand on écoute les gens de cette génération, on a l'impression que ce sont des sportifs avant d'être des stars. Et quand je dis un sportif, ça veut dire une éducation sportive.
Oui, Voilà. il y a l'éducation sportive. L'éducation sportive, c'est-à-dire le respect de l'autre. La rigueur. Je suis pas en train d'idéaliser, mais on sent bien qu'il y avait la performance vient au-dessus d'un socle de valeurs. C'est-à-dire que c'était très important à l'époque de façon. Aujourd'hui, on parle pas de ça. On parle pas du fait qu'il faut. Peut-être tu vas trouver ça dans quelques sports, mais le foot, il y a tellement d'argent qu'on n'est plus du tout dans ce type de débat. Et bon, parce que le foot ressemble à la société. Bien sûr. Voilà. Mais on n'est pas en train de dire il faut éduquer les jeunes footballeurs à respecter le machin. Non, il faut gagner. Il faut gagner, bien sûr. Voilà, On s'en fout. Ouais, ils s'en foutent. Mais moi, je pense qu'on a terminé, mais je voudrais dire quand même, ce bonhomme mérite un film. Parce que c'est quand même Il a été fait. Mais c'est quelqu'un qui part de l'ancienne Médina, qui part de Casablanca, qui part d'un quartier populaire, qui se retrouve à Marseille, 38. Franchement, on le dit comme ça, c'est facile. Mais imaginons le parcours de ce monsieur. Et je crois qu'on a aussi du mal à expliquer aujourd'hui, même nous, on ne peut pas le comprendre, on peut faire des efforts d'empathie, mais qu'est-ce que c'est qu'être noir, marocain, Exactement. dans l'Espagne Franquiste, mais c'est ça. Mais voilà, je sais pas si on arriverait à comprendre ça. Même en France, je veux dire, encore, ça va, les Français, mais il y a la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que voilà un gars qui, normalement, tous les gars avec qui il joue vont au front. Et lui, du coup, il a le statut de privilégié, alors qu'il l'a pas. Et du coup, ça rajoute de la amertume envers lui. Oui, il y a beaucoup d'amertume. C'est terrible. C'est terrible. Il y a beaucoup d'amertume dans son parcours et dans son timing par rapport à son talent. Voilà. Et on le sent quand il parle. Mais en tout cas, j'aimerais bien vraiment retrouver sa façon de parler, sa façon de raconter les matchs, sa façon de raconter la vie. Sur YouTube, si vous faites l'Arbil Mbarak, vous allez trouver des archives de l'INA. Archives de l'INA. Ouais, l'INA, c'est l'Institut national, mais d'audiovisuel, me semble-t-il. Enfin, c'est des archives françaises de la télévision. Non, c'est audiovisuel, me semble-t-il. Mais gardons national comme si c'était à nous. Ouais. Mais c'est vrai, même la question de sa nationalité pose question. On sait que c'est un Marocain, c'est un Casablancais. C'est un Casablancais. Mais ça posait débat avec son statut. Voilà. Question une dernière, il a fait une carrière d'entraîneur quand même. Très vite. Alors en fait, non, il a très vite compris que c'était pas son truc. D'ailleurs, dans les archives de l'INA, il y a une interview où il explique qu'il aime pas coacher des équipes structurées, à faire des compositions. Non, ce qu'il aimait, c'est au niveau de son quartier, apprendre à jouer au foot aux gamins. Aux enfants. Voilà, d'accord. Et des très belles images. Comme ça. Voilà, plus éducateur que coach professionnel. Mais il me semble que ça a confirmé qu'il avait été nommé entraîneur de la première équipe après l'indépendance. C'est pour la symbolique. Ça a duré très peu. Voilà, c'était que pour la symbolique, je crois. Bon, validé en tant qu'icône. Surtout qu'on finit avec le mot éducateur pour un joueur. Et voilà. Ça, c'est excellent. Et je crois que Driss El Araqi, lui, va rester aussi dans le domaine du sport, mais... De haut niveau. Ah oui, du sport de haut niveau, franchement, c'est un sport une légende de l'intensité, de la performance. De l'intensité, de la performance. Je sens de l'ironie. Non, mais je suis sûr de moi. Ok, ça fait. Il n'y a aucun problème, parce qu'on va parler d'un sport où le Maroc est... Mais c'est de la Formule 1, attention, c'est de la précision aussi. Où le Maroc est vraiment... Il est parmi les meilleurs au monde. Et c'est quand même, et pas qu'une seule fois, c'est pas un accident. Et ça tu veux deviner? Et ça remonte. Ah, mais j'ai trouvé. Bien sûr, c'est la pétanque. Les pieds tankés. C'est la petite sphère. Voilà, mais la pétanque, et c'est vrai que c'est un sport qu'on connaît. Je veux dire, peut-être que tout le monde l'a joué une seule fois. Mais c'est magnifique. Moi, j'adore jouer. Oui, et c'est vraiment la convivialité. Mais là, on parle de sport. Oui. Là, on rentre dans le domaine du sport. On n'est plus pour c'est pas l'apéro, c'est pas pour rigoler, c'est pas pour machiche shiddan. Pourtant, ça marche avec l'apéro shiddan. Oui, ça marche très bien, la guitare, comme ils disent. Mais c'est vrai que là, en voyageant, on voit toujours des gens jouer aux boules depuis toujours, à la pétanque. Au Maroc, on l'a toujours vu partout. Il y avait une connotation, on disait que la pétanque, moins l'apéro au Maroc, on disait un sport de retraité. Oui. Alors que c'est complètement faux, parce que c'est vraiment un vrai sport. Et par exemple, il faut pour un tireur, pour donner, tout le monde connaît le sport, il y a un pointeur, un milieu et un tireur. Le tireur, c'est la précision. Le milieu, ils doivent toucher les deux, comme son l'indique. Et le pointeur, c'est de la précision, mais vraiment au but, ce qu'on appelle le cochonnet ou le bouchon, au but. Mais tu sais qu'on n'a toujours pas dit qui était l'icône. Je ne veux pas le dire tout de suite, dévoilé, hein. Parce que j'ai du mal. Une blague. Sincèrement, non, ce n'est pas une blague, mais sincèrement, c'est que j'ai un peu de mal entre le Maroc en général et ce joueur-là, qui est, puisque tu me tends la perche, je vais le dire. Oui, c'est Hafid Alaoui, c'est un gars qui a vraiment, depuis qu'il est rentré en 83, il a fait la finale de la Coupe. Il est rentré dans le sommet des joueurs mondiaux de la pétanque. D'accord. Là, on a commencé, on parle de Alaoui du Maroc comme pointeur.
C'est à partir de 1983. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il a perdu cette finale. Il a perdu en triplette. Et on dit qu'il a perdu cette triplette sur une question de stratégie. Hafid El-Alaoui, il faut savoir, c'est quelqu'un qui est un peu effacé. Et cette stratégie a fait qu'ils ont perdu cette finale. Et l'année d'après, en 1984, il a pris les choses. Nous sommes à Monaco. Le championnat du monde se joue à Monaco. Il y a la triplette. Il y a Sfri et Kouidar. Et Hafid va prendre en main l'équipe. Ce qui n'était pas prévu, entre guillemets, mais il va prendre l'équipe en main. Et ils sont à Monaco et ils vont faire un parcours exceptionnel et ils arrivent en finale. Ils arrivent en finale contre l'Algérie. Donc, pétanque, championnat du monde, 2 pays du Maghreb. Le 3e, c'est la France. Donc, c'est génial. Ce match était incroyable et il va gagner le championnat du monde avec une tactique. Alors, est-ce qu'on peut parler de la tactique qu'il a fait Non, mais sérieusement. Non, mais je vais te dire, c'est fou parce que j'ai appelé des copains qui ont joué avec lui, qui connaissent, qui ont été. Alors, bien sûr, le jeu de la pétanque, il faut être le plus proche du but, du bouchon, et les autres vont tirer. Sauf que lui, il a fait une stratégie qu'il n'était pas toujours à mettre la boule près du bouchon. Une fois, il la mettait pour faire tirer l'autre équipe. Mais de temps en temps, il l'éloignait pour changer la tactique de l'autre équipe. C'est-à-dire que déjà, il est dans une stratégie. Et c'est pour ça qu'il a été connu. C'est-à-dire qu'il était capable de la mettre précisément où il faut, soit à 10 cm, soit à 5 cm, soit à 20 cm, suivant ce qu'il a décidé lui. Et comme ça, il changeait la façon de jouer de l'autre équipe. Bah oui, parce qu'à partir du moment où tu la mets un peu plus loin, tu obliges l'autre à pointer. À pointer. Voilà, ou bien tirer. Donc, on rentre dans des discussions. Et dans la discussion, il y en a qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas d'accord. Déjà, il a réussi à faire un petit peu, faire division à l'équipe adverse. C'est pour ça que je parlais de stratégie. Et c'était bien vu, ils ont gagné. Champion du monde. Champion du monde. Champion du monde. Et ça, c'est hallucinant, puisque 84, ils font ça. En 86, ils sont finalistes, les 3, encore une fois. Ils sont finalistes. Donc, ça veut dire que le Maroc est 2e équipe mondiale de pétanque. Ce n'est pas rien, c'est quand même incroyable. Mais c'est des équipes de partout, tout le monde s'entraîne, tout le monde. Et 3 gars du Maroc arrivent, ils font champion du monde et 2e finaliste en 86. 87, incroyable. Nous sommes à Boumerdes. L'Algérie organise, puisqu'elle a perdu 2 ans avant, elle organise les championnats du monde à Boumerdes et arrive en finale. Qui c'est qui arrive en finale? Et c'est fou. Maroc 1 contre Maroc 2. Le derby. Le derby. Maroc 1, c'est-à-dire 2 équipes marocaines sont les meilleures au monde. C'est pour ça tout à l'heure, je me disais, est-ce que c'est Alaoui? Est-ce que c'est le Maroc? C'est-à-dire, c'est incroyable. Voilà un sport. Et Alaoui, encore une fois, il va le remporter. Et après, jusqu'en 98, Alaoui Hafid va changer de partenaire et il sera toujours là. Et il va être 3 fois champion du monde. Et il va être 4 ou 5 fois finaliste. Je ne sais pas combien de fois, 3e, c'est-à-dire médaille de bronze. C'est un gars depuis 83 où il est rentré la première fois jouer internationalement. Il ne va plus quitter les podiums jusqu'en 98. Ensuite, il va revenir en 2002 à la tête de l'équipe nationale et à partir de là, on va faire encore finaliste. Et malheureusement, il n'a pas eu encore le championnat du monde, mais il a eu le championnat du monde de précision pour Boulassel, je crois. Et ils sont, la dernière Coupe du Monde qui s'est faite en France, ils ont été finalistes contre la Dream Team de l'équipe de France, où il y a Fanzino. Fanzino, c'est un gars de Mohamedia. Il faut voir la vidéo, puisque il finit et il va se jeter, il salue les joueurs marocains, et il va se jeter dans les bras de Alaoui pour lui dire t'es un grand champion. Voilà, donc c'est Hafid El-Alaoui. La pétanque au Maroc, c'est un sport qui est génial. C'est pas un sport de vieux, c'est un sport de jeunes. Et on a des capacités. Et de vieux, pourquoi pas. Et de tout le monde. Et de tout le monde, je suis d'accord. Je pense qu'on a cette image parce que ceux qui jouent dans l'espace public, dans les jardins, dans les parcs, etc., sont en général pas très jeunes. Et c'est pour ça que je pense à nous. Pas forcément. Là, mais en général, voilà, c'est ça, c'est dans l'imaginaire. C'est dans l'imaginaire. Et comme dit Reda, c'est pas forcément parce que, effectivement, quand on s'arrête, on se rend compte qu'il y a des jeunes. Petite chose que j'aimerais bien en parler, j'en profite. La Ligue arabe, le parc de la Ligue arabe était le stade Mohamed V, c'était le Maracana de la pétanque. Dimanche matin, il y avait au moins 60 triplettes qui étaient là, qui jouaient. Le parc de la Ligue arabe a été superbement refait. J'ai pu faire un tour, j'ai pas vu de terrain de pétanque. Non, malheureusement. Il joue sur le trottoir d'en face maintenant. Malheureusement. Mais ce Hafid El-Alaoui, il s'entraînait où? Il jouait où? De quel club? Il jouait au stade marocain de Rabat. D'accord. Et après, il a fait plusieurs clubs. Et c'est quelqu'un qui est un pointeur.
Et on me dit, c'est un pointeur de tête. Alors là, je vais faire semblant de comprendre ce qu'ils m'ont dit. Mais on m'a expliqué que pointeur de tête, c'est-à-dire qu'il partait toujours pointer, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il prenait la décision de pointer. Au fait, il donnait la main à l'équipe adverse. C'est sa façon de faire. Et de cette façon-là, il réussissait à retourner la situation. C'est pour ça qu'il est connu, parce qu'il était vraiment un grand joueur de précision, mais surtout, c'est un grand stratège. Pareil, moi, j'ai pas trouvé grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'informations, en tout cas, si on veut en connaître plus sur le personnage, mais sur le joueur. Les mots qui reviennent le plus souvent, c'était ça, ouais, stratégie, élégance apparemment. Je sais pas comment je sais pas comment ça se manifeste quand on joue à la pétanque, mais voilà. C'est un pointeur élégant et il paraît que dans le milieu, on dit pointer à la Alaoui. Internationalement, c'est une façon de faire. On peut apprendre à le faire à la Alaoui. Voilà. Ouais, c'est en plus pour donner l'image, c'est-à-dire que dans un sport comme le football, l'avant-centre est vraiment le joueur qu'on a, c'est la star. À la pétanque, c'est le tireur. Mais Alaoui a réussi à installer le pointeur comme une star. C'est ça pourquoi Alaoui est connu internationalement. C'est-à-dire quand les gens allaient voir le match où Alaoui jouait, la partie où Alaoui jouait, on regardait d'abord Alaoui, comment d'abord il va décider la stratégie et surtout comment il va pointer. Et le geste qu'il avait, il avait un geste qui était super, c'est-à-dire qu'il jetait la boule d'une façon, elle faisait ce qu'ils appellent comme une cloche. La parabole. Ou une parabole. Mais Voilà, justement, je voulais. C'est de la physique, ça. C'est de la physique, ça rien. Voilà, il faisait une parabole et c'était magnifique, sa façon de jouer. Je voulais finir sur ça, enfin finir ou pas. Mais en tout cas, on sait que le statut d'icône est délivré par Driss Laraqi. Ou le Kintab dit avec un sourire ironique, je veux savoir si. Non. Déjà, j'adore la pétanque. Et de toute façon, moi, je rigole parce que j'ai envie de rigoler. Mais quand tu es champion du monde, de n'importe quoi. Tu es icône par défaut. Voilà, on n'a pas 50 au Maroc. Hein. Je veux dire, on a eu quelques athlètes. Point. Et on n'a pas plus. On n'a pas eu de footballeur champion du monde, on n'a pas eu de tennisman champion du monde, on n'a pas eu. On a eu des joueurs de pétanque champions du monde. Et c'est pas un sport confidentiel pratiqué par 5 pays. C'est que même le champion du monde de rugby, j'ai envie de dire, c'est un champion du monde de 20 pays qui voilà. Mais les boules, je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus de monde qui pratique. Et donc, quand tu arrives à l'excellence, bah, tu peux qu'avoir du respect. Tu arrives 3 fois en plus à décrocher ce titre. Bah, je sais pas, tu ne peux pas le faire sans être un travailleur, sans être doué, sans être acharné, sans être passionné. En plus, des sports où j'imagine qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc, ça se fait souvent. Il faut être passionné. Il faut être souvent au détriment d'autres choses. Mais à titre individuel, j'adore la pétanque. Non, mais comme tu dis, c'est pour être champion du monde, il faut vraiment c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai parlé avec un joueur. Moi, je regarde parfois les matchs sur l'équipe TV. Voilà, j'adore les entendre parler. Oui, mais c'est une stratégie. Oui, ils ont tous des micros. Et comme en général, il y a des maghrébins et des francophones, nous qui regardons, on comprend tout. Exactement. Et c'est la pétanque, comme tu as dit, il faut beaucoup de travail. Moi, je parlais avec un joueur, il m'a dit, dans l'entraînement, je tire 100 fois. C'est-à-dire 100 fois il a tiré, c'est-à-dire il faut le faire. Oui, et puis ça permet aussi de remettre en perspective un petit peu le monopole de certains. Non, mais surtout par exemple le sport olympique. Pourquoi la pétanque ne serait pas un sport olympique? Exactement. Voilà, pourquoi le tir à la carabine à air comprimé à 9 mètres mélangé avec du ski de fond. C'est un sport. Pourquoi c'est un sport olympique et tu es dans le tableau des médailles ou bien le curling. J'ai jamais vu moi quelqu'un me parler de jouer au curling. Ils doivent être, je sais pas, 2000 à jouer au curling de façon sérieuse dans la planète. Exactement. Et pourquoi pas la pétanque? Tu t'imagines? Mais on aurait eu des médailles olympiques de plus. Mais justement, tu as parlé de l'équipe TV, c'est bien. Mais pourquoi? Un sport qui est au Maroc comme celui-là, on a vu 3 fois champion du monde, mais j'ai arrêté de voir combien de fois ils sont fait 3e. Là, on parle de 10, 12, 15 fois. 5 fois semi-finalistes. Oui, voilà, exactement. Mais c'est tout le temps. Ils sont tout le temps. C'est l'Allemagne, quoi. Exactement. Ils sont toujours en demi-finale. Ils sont tout le temps en demi-finale. Et ce sport-là, on le voit pas à la télévision. C'est-à-dire quand tu vois l'Alam Riyadi, comme on dit à l'époque, on voit pas le tour. Alors que c'est un des sports au Maroc où il y a le plus de licenciés. C'est-à-dire, il y a énormément. Tu peux pas jouer. Les licenciés, ils ont perdu leur boulot, ils jouent à la pétanque. Non. C'est-à-dire qu'ils ont des licences. Ok. Oui, il est en forme. Mais je vais défendre l'icône. Je vais défendre. Non, mais son palmarès, tu n'as même pas besoin de venir. Voilà. Il faut envoyer ça par la poste. Dans une enveloppe jaune. 12 yens. Non, mais c'est fou. Pourquoi on ne le passe pas à la télévision? Pourquoi la Coupe du Trône
n'est pas télévisé à la finale. Pourquoi on ne télévise pas la finale de la Coupe du Trône? Pourquoi on ne télévise pas le dernier tournoi, le championnat du Maroc? Mais on dit il y a des jeunes, d'accord, il y a des jeunes. Pourquoi il y a des jeunes? Il ne faut pas déconner. Il n'est pas au lycée, il n'est pas dans les écoles, il n'est pas à l'université. Pourquoi? Parce que c'est le fils du... Exactement, c'est une tradition familiale. Mais non, mais ça se transmet dans la famille ou bien on ne peut pas rester comme ça. On doit absolument... Si, on peut. Non, mais sincèrement, à un moment donné, on va commencer à dire, ouais, mais avant, on était... Mais non, il faut qu'on le télévise, il faut qu'on fasse des clubs, il faut qu'on en parle. C'est un sport, on a la chance d'être parmi l'élite mondiale. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ça commence par ce podcast et ton intervention. Sur ces belles paroles, signez la pétition pour... Et toi, tu es un tireur ou un pointeur? Écoute, moi je ne joue pas, Rigoli. Non, si, je joue, je suis plus milieu. Je suis plus tireur. Mais... Milieu inoffensif. Voilà, mais comme je fais plus de trous que je touche la balle, donc... mais je rigole bien. C'est un super sport convivial et agréable. Voilà, sur ce, on va faire une doublette puisqu'on est 4. Et voilà. 2 icônes, ballon rond, petite sphère. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour 2 nouvelles icônes. Merci. Produit avec le soutien de la MDJS.